Il y a de cela quelques jours, le 28 avril, nous avions droit à une nouvelle publication des images issues des instruments du télescope spatial James Webb, ainsi que par la même occasion une foule d'informations et un bon aperçu de l'impact que le télescope aura, ainsi que ses capacités. À cette occasion, et je crois que vous connaissez le format, j'aimerais vous proposer de revenir sur ces dernières avancées majeures, mais aussi de répondre à certaines de vos questions concernant le télescope. D'ailleurs, si vous aussi avez une question ou que je n'ai pas encore répondu à la vôtre, n'hésitez pas à la poster ou reposter dans les commentaires de cette vidéo, et ce, en utilisant le hashtag AskWebb, qui me permettra de mieux trouver vos questions. Sur ce, je vous propose de nous retrouver après le traditionnel générique pour parler de tempête solaire, de son approvisionnement en énergie et du nuage d'Oort, ce gigantesque réservoir de comètes et astéroïdes situé aux confins de notre système. Allez, générique! Pour commencer cet épisode, j'aimerais vous proposer d'un peu changer le rythme par rapport aux autres et de d'abord répondre à vos questions, puis parler des images et actualités. Et la première question que j'ai vue passer quelques fois, c'est comment le télescope spatial James Webb s'approvisionne-t-il en énergie? Alors, la réponse va être brève. On ne le dit pas toujours, mais le télescope est doté d'un panneau solaire qui fut d'ailleurs l'une des premières étapes de son déploiement, quelques instants après sa séparation de son lanceur. Il ne faut cependant pas confondre le panneau solaire que vous voyez se déployer maintenant et les radiateurs visibles ici. Ces derniers, malgré une apparence assez semblable, surtout organisés en cellules, peuvent faire penser à un panneau solaire, mais ne le sont pas du tout. Ils sont juste là pour aider Webb à réguler sa température et réfléchir la lumière du soleil. Une autre question que je voulais également aborder durant cet épisode, c'est la question des éruptions solaires et des éjections de masse coronale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Webb a malgré tout été conçu avec ce type d'événement en tête. Si dans l'extrêmement grande majorité des cas, les protections thermiques du télescope et le blindage de l'électronique vulnérable devraient suffire, il faut hélas dire que le risque zéro n'existe pas. Dans les cas des événements les plus extrêmes, qui restent néanmoins très rares et très peu probables dans les prochaines années, possible, et j'insiste sur possible, que l'électronique du télescope puisse éventuellement souffrir d'événements exceptionnels. Pour être honnête, je n'ai pas trouvé une abondance d'informations sur ce sujet, donc je préfère rester prudent sur ce point. Mais néanmoins, sachez que ces protections sont plus que suffisantes pour la plupart des scénarios et que, même si le risque zéro n'existe jamais dans l'espace, il ne faut pas trop s'inquiéter de ce point non plus. La question suivante, c'est le sujet du nuage d'Oort. Vous avez déjà tous entendu parler, je crois, de ce possible nuage de comètes et d'astéroïdes qui commence à plus de 1000 unités astronomiques, soit 1000 fois la distance Terre-Soleil, et s'étend jusqu'à 1 à 2 années-lumière du Soleil. Alors, je tiens cependant à préciser que je ne vais pas plus m'étendre sur le nuage d'Oort. C'est un sujet fascinant qui mérite vraiment un épisode à part entière et que j'espère concrétiser d'ici quelques semaines au maximum. La question, c'est si Webb serait capable d'y détecter des objets. Eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, la réponse est compliquée. Mais pour ça, je vais devoir ouvrir une petite parenthèse et parler de magnitude.
J'en ai déjà rapidement parlé dans quelques vidéos, mais la magnitude d'un objet, en gros, c'est sa luminosité. Elle est une échelle logarithmique. Chaque changement d'une grandeur modifie la luminosité d'un objet d'un facteur 2,5. Pour simplifier, un objet de magnitude 1 est 100 fois plus brillant qu'un objet de magnitude 6. Car, et c'est aussi important de le noter pour la suite de l'épisode, plus le chiffre d'une magnitude est bas, plus l'objet est lumineux. Une magnitude 1 est ainsi plus lumineuse qu'une 2, par exemple. Dans le cas de Webb, il devrait être capable d'observer des objets dont la magnitude tourne autour de 30, ce qui est très, mais alors là, très faible. Le problème, c'est que les objets du nuage d'Oort sont aussi très faibles. De petites comètes et astéroïdes, probablement assez réfléchissants, mais surtout très éloignés du Soleil. À de telles distances, le Soleil n'est plus qu'une étoile parmi tant d'autres, surtout pour la partie externe du nuage d'Oort. Et pourtant, si l'on imagine un objet relativement grand dans la partie entre guillemets proche du nuage d'Oort, sa magnitude doit se trouver aux alentours des 41, soit des millions de fois moins lumineux que les objets les moins lumineux que Webb verra. C'est d'ailleurs pour cette raison que le nuage d'Oort reste encore assez mystérieux. Mais je crois que je vais plutôt vous donner rendez-vous dans l'épisode dédié pour aborder ce point. En attendant, je crois qu'il va être temps de passer à la partie que, je l'espère, vous attendez tous. Les avancées du déploiement et ces dernières images en date. Et mine de rien, ces nouvelles images nous permettent d'en apprendre énormément sur le télescope. Et pour ça, je voulais vous montrer cette image, assemblée par Andras Gaspard, dont le compte Twitter sera en description, qui donne, je crois, un assez bon aperçu de l'avancée gigantesque que représente Webb. Les 3 images que vous voyez ici ont été prises par WISE, Spitzer et enfin Webb. Bon, alors il faut quand même noter que cela ne permet pas encore de le comparer à Hubble. Néanmoins, si on tente l'expérience un peu hasardeuse de comparer une image prise par Spitzer et la même prise par Hubble, on réalise, malgré tout, que Webb représente une grande avancée par rapport à Hubble. Mais il faut encore noter que la comparaison entre Webb et Hubble est un exercice assez risqué et trompeur, même si un peu trop populaire. Les 2 télescopes ont plus d'une décennie d'écart entre leurs instruments, si l'on compte les dernières mises à jour sur Hubble, et travaillent dans des longueurs d'onde totalement différentes, avec des objectifs très éloignés. Dès lors, si comparer Webb à Hubble est un exercice plus que tentant, il est très important d'avoir conscience que cette comparaison est fortement biaisée et n'est pas vraiment valable, même si elle est de loin en faveur de Webb. Sur ce, je crois qu'il va être temps d'un petit peu faire le point sur son déploiement. Lors du dernier épisode sur Webb, mi-mars, j'avais évoqué le fait que l'étape suivante allait être l'alignement des instruments du télescope. Eh bien, et cette image aide à le montrer, c'est désormais chose faite. Si les différents instruments ne montrent pas la même zone du ciel, en revanche, c'est tout à fait normal. N'étant pas exactement positionnés au même endroit, ils visent une portion légèrement différente du miroir, expliquant le décalage entre les photos que vous voyez ici. D'ailleurs, pour l'anecdote, ces images, qui permettent de vérifier le bon alignement des instruments, ont été prises dans le Grand Nuage de Magellan, petite galaxie satellite de la nôtre. Mais il y a encore une anecdote dont je voulais vous parler. Dans un des épisodes consacrés à Webb, j'avais parlé du spectromètre NIRSPEC, qui est équipé de près de 250 000 micro-obturateurs. Chacun de ces obturateurs est contrôlé individuellement et permettent ainsi de réaliser une analyse spectroscopique de 100 objets en simultané, ce qui est littéralement du jamais vu. Bien sûr, cela reste limité par le champ de l'instrument
Eh bien, il faut savoir que NIRSPEC est aussi capable, surtout à des fins de calibration et d'alignement, de prendre des photos. Et si vous vous demandez pourquoi les images de NIRSPEC sont parcourues de petites lignes noires, vous avez maintenant une réponse. Ce sont les micro-obturateurs. Enfin, les instruments sont désormais alignés avec le télescope et leur calibration va maintenant débuter pour un début des opérations scientifiques d'ici fin juin à début juillet. Et c'est donc ici que je vous propose de nous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.